Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on vous emmène sur la plateforme VGSol avec François-Xavier de Syngenta. C'est une plateforme unique en France car ils ont pu tester différentes rotations, différents types de travail du sol et différents types de fertilisation, le tout sur une durée de plus de 10 ans avec bien sûr des thésards et un très haut niveau en sciences. Et on va découvrir ça dès maintenant. Je m'appelle François-Xavier Bauer, je travaille chez Syngenta, je suis responsable de l'équipe agriculture durable. Donc c'est une équipe qui existe depuis 2004 chez Syngenta et qui a pour vocation d'accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre des pratiques agricoles, en particulier bien sûr les produits phytosanitaires, mais pas que, aussi la partie semences et puis toutes les pratiques qui vont autour des systèmes agricoles. On a une vocation qui s'appelle viser zéro impact, hein, donc viser zéro impact des pratiques sur l'environnement et sur l'homme. C'est l'ambition de notre équipe. Donc en effet, on a mené une étude, un programme de recherche qui a démarré en 2010 et dont je vais vous partager ces résultats scientifiques, hein, et aussi de résultats d'études plus développement, on va dire moins publications scientifiques, mais qui sont aussi importantes dans l'analyse du système complet. Donc ce programme de recherche s'appelle VGSol. Donc là, cette synthèse, c'est 10 années de travail qu'on a essayé de synthétiser pour en faire une présentation assez courte et avec des indicateurs parlants pour des scientifiques, mais aussi pour des agriculteurs. Alors, cette plateforme VGSol qui a démarré donc en 2010 dans le nord de la France est un partenariat avec la société Bonduelle et l'université de Picardie-Jules Verne sont les trois grands acteurs de ce programme qui ont initié ce programme. Et puis autour se sont greffés d'autres partenaires qui nous ont accompagnés dans le suivi des indicateurs comme JVN, Agrovision ou Antedis. Alors ce programme, la présentation, je vais vous présenter le programme, les résultats la synthèse des publications scientifiques, d'autres indicateurs agro-environnementaux jusqu'au bilan carbone. Et puis une partie sur le suivi sanitaire, ça nous intéressait aussi de voir s'il y avait des impacts et un peu de perspective. Alors ce programme VGSol, vous l'avez en vue aérienne ici, c'est une plateforme donc de 7 hectares qui est située dans le nord de la France, à Renescure, près d'une usine de chez Bonduelle. Et l'idée, c'était donc de travailler différents systèmes agricoles avec un gradient de conservation des sols. Dans depuis 2010, on est ici dans une rotation de 8 ans, de 8 cultures, hein, qui inclut donc des cultures industrielles comme les pois de conserve et les haricots, et des cultures emblématiques du nord de la France, que sont les céréales, la betterave et le maïs. Donc, sur cette plateforme, on a étudié différents leviers, et dans cette présentation, on a pris le parti de présenter les leviers en faisant le parallèle avec les leviers qui sont présentés dans le label bas carbone, à la fois pour pouvoir faire le lien entre les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, ou voir le stockage de carbone dans les sols. Donc en fait, les cultures sont donc semées en ligne. Ici, vous avez un exemple de la gauche vers la droite. Donc on a pois, blé, haricot, blé, betterave, blé, orge, maïs. Et ce qui va se passer, c'est que l'année d'après, le maïs va se trouver à la place du pois, le pois à la place du blé, le blé à la place du haricot, et ainsi de suite. C'est une rotation qui tourne comme ça depuis le début. Sur chacune des lignes, le premier levier qu'on va travailler, c'est donc la réduction des GES en diminuant la fertilisation azotée des cultures. Donc, vous avez ici sur la vidéo, sur la partie blé, ici sur la partie gauche, vous avez la dose NX donc d'azote. C'est le bilan azoté très classique, hein, qui est fait par les agriculteurs. Et à partir de cette dose de référence, on va avoir 7 mètres qui vont être avec une dose NX moins 25% et 7 mètres qui sont avec une dose N0. Donc, vous avez sur toute cette ligne, vous avez 0 azote minéral qui a été apporté depuis le début de l'expérimentation. Et ça, sur chacune des lignes de culture. Le deuxième levier qui est étudié dans cette plateforme et pris en compte, donc l'augmentation du stockage de carbone dans les sols en semant plus de cultures intermédiaires.
Donc, vous avez ici entouré en vert les lignes horizontales sur lesquelles découverts découverts en culture intermédiaire sont insérés dans le système. Donc, la ligne 2, par exemple, où il n'y a pas de rond vert, c'est une ligne où, entre les cultures, il n'y a aucun couvert végétal qui est ajouté chaque année. Puis, le troisième levier, donc c'est la réduction des émissions de GES liées à l'utilisation des carburants d'origine fossile en diminuant le travail du sol. Donc, les 3 lignes du bout sont 3 lignes qui sont conduites en labour. Et puis, les 3 premières lignes que vous voyez là, ce sont des lignes qui sont conduites en semi-direct. Donc, quand on croise les différents leviers, vous avez sur la première ligne du semi-direct avec couvert. Ensuite, vous avez du semi-direct sans couvert. Troisième ligne, c'est semi-direct avec couvert également, puisque dans le système, il y a 2 couverts qui ont été choisis, dont un enrichi en légumineuses. Et puis, vous avez la répétition en haut sur le labour avec les 2 types de couverts et le labour sans couvert, qui est notre système de référence, on va dire, dans l'étude. Donc, grâce à l'UPJV, c'est beaucoup de suivi et donc d'études, mesures d'indicateurs scientifiques qui ont été réalisées. Il y a plus de 10 publications scientifiques, il y a eu 4 thèses quand même qui ont été soutenus sur cette plateforme, plusieurs dizaines de stagiaires de l'université, beaucoup d'enseignants-chercheurs impliqués, et donc un gros potentiel de valorisation. Et c'est vrai que c'est que en 2022 qu'on a décidé de vraiment sortir que Syngenta en tout cas a souhaité de faire cette synthèse de l'ensemble de ces publications scientifiques. Alors il y a eu le Covid, on aurait voulu faire ça un peu avant, mais il y a eu un peu le Covid qui nous a un peu retardé. Alors, on va rentrer dans les résultats, donc il va falloir s'accrocher un petit peu, mais c'est assez compréhensible. Une petite question, est-ce que tu peux revenir sur la diapo de la plateforme? Bien sûr. On voit les modalités donc semi-direct, et donc j'imagine que c'est une rotation pois, blé, haricot, blé, betterave, blé, orge, maïs. J'imagine qu'il doit y avoir un travail du sol avant haricot, avant betterave. Et est-ce que le maïs est fait en semi-direct? Enfin, voilà, sur ces 3 cultures, comment est gérée l'implantation, quoi? Ouais, alors ici, donc c'est vrai qu'on est on est sur un assimilé semi-direct, on va dire, parce que c'est vrai que le sol ici, on est sur un sol hydromorphe avec une nappe perchée en fait juste en dessous. Donc parfois, on peut avoir quand même des difficultés à gérer les semis de couvert, les semis de culture. Donc en gros, les couverts, eux, les couverts, ils sont semés avec un semoir à disque, c'est Meato. Souvent, quand c'est nécessaire, il y a quand même un petit passage de Canadien juste avant pour un petit peu faire un peu de sol juste en surface pour être sûr qu'on a des couverts qui sont très bien semés. Et aujourd'hui, on a des couverts qui se portent très très bien grâce à ça sur cette plateforme. Et puis il est très souvent aussi on est un peu forcé quand même de passer une rotative légèrement en surface, sur quelques centimètres légers en surface avant de semer ces cultures quand même. Un semoir classique. Ok, c'est très clair, je te remercie. Et c'est une bonne question parce que évidemment la définition du semi-direct, de quoi on parle, voilà. Là, c'est vrai que vous avez cette précision. Alors, dans les indicateurs, les variables chimiques et biologiques ici qu'on va étudier, donc, je vais passer un petit peu de temps sur le premier graphique et puis ceux qui vont suivre vont être plus faciles à comprendre. Vous avez ici sur ce graphique, on va étudier l'effet du levier 1 qui est l'abandon de la fertilisation azotée. Je parle bien de l'abandon, c'est-à-dire qu'on va passer de la dose NX à la dose N0. Vous avez au milieu la référence qui est le labour sans couvert avec une dose, donc NX, de fertilisation chaque année sur les cultures. Et puis, on va comparer ça avec le labour sans couvert. Et la seule variable qui va changer ici, c'est le régime de fertilisation azotée. Donc, extrait des différentes publications scientifiques réalisées sur la plateforme, sur ces modalités en N0 et ces modalités en NX. Il y a différents indicateurs qui ont pu être observés. Et on va juste regarder 2 typologies d'indicateurs ici sur lesquels on observe des choses, que vont être la diversité et la richesse taxonomique bactérienne,
où on va avoir une richesse taxonomique bactérienne ici, ou une diversité bactérienne qui va légèrement varier quand on supprime la fertilisation minérale dans ces parcelles-là. Et puis, des indicateurs donc d'activité enzymatique que sont la déshydrogénase ou l'uréase, donc qui sont des enzymes. Et donc, l'activité de ces enzymes donne un indicateur sur l'activité biologique du sol, en fait, en réalité. Donc, on observe ici que quand on arrête totalement la fertilisation minérale, on a une augmentation de l'activité enzymatique, ici en particulier exprimée par l'enzyme déshydrogénase. Quand on fait le même exercice, mais en regardant le levier 2, qui est l'introduction d'un couvert végétal, donc on va comparer ici labour sans couvert NX avec un labour couvert NX. Ce qu'on observe, en fait, on observe la même chose. On observe que l'introduction d'un couvert dans un système avec labour en fertilisation classique participe aussi à l'augmentation de la diversité bactérienne et aussi augmente l'activité enzymatique du sol. C'est des choses qui sont plutôt intéressantes. Quand on additionne les deux leviers, ici, c'est pas un calcul mathématique, puisque les parcelles, elles existent réellement. Bien, les parcelles labour avec couvert en N0, comme je vous l'ai montré sur le plan, elles existent. On observe également les mêmes indicateurs qui progressent, la diversité bactérienne et l'activité enzymatique. Si on regarde un tout petit peu plus en détail ces points, en fait, il y a donc un travail qui a été fait par l'université pour aller regarder l'abondance relative des phylums bactériens dans l'horizon 0,15 cm dans les différents systèmes. Donc, le premier système qui est en haut de ce graphique, c'est le système labour sans couvert d'OZNX, c'est un peu notre système de référence. Et puis juste en dessous, on a le labour sans couvert en N0. Quand on supprime la fertilisation minérale, on observe déjà en fait une modification de l'abondance relative de ces phylums, les uns par rapport aux autres, avec particulièrement ici les actinomycètes qui vont retrouver une place plus importante, un équilibre entre les phylums plus équilibrés. Puis, si on regarde le système labour couvert NX, donc ici c'est le système de référence plus le couvert végétal, on observe la même chose. Et le cumul du couvert et de la suppression de la fertilisation minérale, azote minérale, donne à peu près le même résultat. Savoir qu'il y a quand même des choses intéressantes ici, dans cette partie verte ici, on va avoir les actinomycètes. Les actinomycètes, ils ont une forme qui participe à la structure du sol. À cette forme un peu en étoile et va aider aussi à consolider les différents agrégats du sol. Donc, va aussi avoir un impact sur la porosité et la structure du sol. Donc, c'est pas non plus sans impact que d'avoir un équilibre correct de ces différents phylums bactériens. Alors, bien sûr, on pourrait aller beaucoup plus loin en rentrant dans le détail de chacun de ces phylums pour mesurer les impacts, chose qui n'a pas été faite ici. Mais on observe que, on pourrait dire ici simplement que, en ajoutant un couvert à un système de référence labour, on sait rééquilibrer des phylums bactériens dans son sol. Alors que le système labour sans couvert va plutôt dégrader, ou en tout cas, voilà, plutôt dégrader cet équilibre. La deuxième partie des résultats scientifiques sont présentés ici. Donc, on va toujours regarder des variables chimiques et des variables biologiques. Donc, on va pas tout à fait regarder la même chose. Donc, ici, nous avons notre système de référence au milieu avec les points rouges, c'est le labour couvert en fertilisation minérale NX et le labour couvert en N0. Donc, on observe, on va regarder ici sur ce graphique, c'est la partie efficience d'utilisation de l'azote chez le maïs et chez le blé qui a été étudiée par une thésarde en particulier pendant plusieurs années sur VGSOL. Donc, on observe ici dans les résultats que quand on arrête la fertilisation azotée minérale, alors évidemment, l'azote prélevé, l'azote dans les plantes,
et les nitrates dans l'eau du sol sont réduits. Mais en parallèle de ça, on se rend compte que la culture, l'efficience d'utilisation de l'azote est améliorée. Donc c'est quand même intéressant à étudier, à observer l'impact que peut avoir une fertilisation azotée sur cette efficience d'utilisation de l'azote. Maintenant, je précise entre parenthèses tout de suite que l'objectif de l'expérimentation n'est pas d'aller vers zéro azote, pas ça du tout. Hein. C'est d'avoir aussi cette modalité comme référence dans le système. Dans ce graphique-là, on va étudier l'abandon du travail du sol, donc le levier 3. Donc, on est bien notre référence labour couvert en dose NX, et puis là, le semi-direct couvert en dose NX. Quand on arrête le travail du sol, il est également observé qu'on a une efficience d'utilisation de l'azote à la fois étudiée pour le maïs et pour le blé qui sont améliorées. Les valeurs des hydrogénases et du réase qu'on a vu tout à l'heure également, l'arrêt du travail du sol va favoriser l'activité enzymatique de ce même sol. Et quand on fait la somme des leviers, donc sur des parcelles également étudiées, donc sans surprise, j'ai envie de dire, et encore une fois, c'est pas un calcul mathématique, on a clairement une efficience d'utilisation de l'azote chez le blé et le maïs qui est améliorée et une activité enzymatique qui est améliorée. Donc ça a été clairement mesuré. Et puis les nitrates aussi dans l'eau du sol qui sont en moindre quantité. Donc preuve est aussi que ces pratiques agricoles que vont être en tout cas l'utilisation de nez couverts ou la réduction du travail du sol. Je ne vais pas parler du N0 d'azote minéral parce que c'est pas une pratique à pousser évidemment, mais on voit bien que ces pratiques ont aussi un intérêt pour la lixiviation de l'azote dans le sol, des nitrates dans le sol. Donc, dans les indicateurs, tu listes NO3 sol qui correspondent aux reliquats azotés et NO3O, c'est la fuite d'azote à la nappe, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est les nitrates mesurés dans l'eau du sol. En fait, il y a des bougies poreuses qui ont été installées sur différents systèmes pendant plusieurs années, en fait, pour suivre aussi cette partie. D'accord. Donc, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est dès l'instant où on baisse le travail du sol et qu'on met des couverts, on diminue énormément les fuites d'azote à la nappe. En effet. Ce qui a été clairement observé, il y a un vrai bénéfice environnemental ici, quoi. Alors, pour aller un petit peu dans un détail, des choses qui sont quand même intéressantes sur cette plateforme et en particulier sur le blé. Pendant plusieurs années, les mycorhizes ont été mesurés, suivis. Donc, on a calculé le nombre de spores mycorhiziens pour 100 grammes de sol, ou on a regardé la colonisation par ces mêmes mycorhizes sur des racines de blé. Qu'est-ce qu'on observe en réalité? On observe ici une chose, c'est que notre système de référence ici qui est labour, alors labour couvert, mais labour couvert en 2NX a un taux de mycorhisation assez faible. Quand on arrête la fertilisation minérale, on voit que ça améliore la mycorhisation. Quand on arrête le travail du sol et qu'on met des couverts, quand on arrête le travail du sol, on améliore encore également. Et quand on fait la somme de l'arrêt du travail du sol et l'arrêt de la fertilisation minérale, on augmente la mycorhisation. Donc ça, c'était quand même un point important. Moi, j'ai déjà entendu dire que les nouvelles génétiques de céréales en particulier n'avaient plus la capacité à mycorhiser. En réalité, c'est faux. La mycorhisation des racines de céréales, elle va être très dépendante des pratiques qui sont mises en œuvre sur la parcelle. Il n'y aura pas besoin de mycorhisation si la plante elle est biberonnée du soir au matin. La mycorhisation, elle se met en place aussi pour aussi compenser certaines choses et améliorer donc la nutrition de la plante. Et on voit bien que cette mycorhisation existe et elle peut être considérable en fonction de la mise en place de certaines pratiques. J'en ai fini par la partie vraiment publication scientifique. Alors évidemment, je vous invite à aller
chercher les publications qui sont citées dans les diapositives pour aller regarder tous les détails des calculs et des résultats. Mais nous, avec Syngenta et Bonduel, ce qu'on voulait aussi, c'était essayer de parler un langage agriculteur. Donc, on a aussi étudié d'autres indicateurs qui sont des indicateurs plus agro-environnementaux et plus proches des préoccupations actuelles. Si on prend, par exemple, dans le système VGSOL, et ce sont que des données réelles qui sont utilisées ici, hein, une rotation blé, maïs, orge sur VGSOL. Cette diapositive, en fait, elle se décompose en trois parties. Vous avez cette ligne rouge qui est notre système de référence labour sans couvert avec la dose NX. Vous avez en jaune le système labour couvert en dose NX, donc le même que celui du dessus, mais j'ai introduit un couvert. Et en dessous, c'est que j'ai introduit un couvert et je réduis le travail du sol. Donc, si on regarde, par exemple, un indicateur comme l'utilisation du fuel, la lecture qu'il faut avoir ici, c'est que quand on introduit un couvert, on augmente la consommation de fuel, ok, par rapport au système de référence. Jusque-là, c'est logique. On réduit le travail du sol, on réduit, du coup, même en introduisant un couvert, on va réduire la consommation de fuel. Idem pour le débit de chantier en hectares par heure. On va avoir un meilleur débit de chantier dans le troisième système. Le coût des opérations en euros par hectare également il va être meilleur, donc il est réduit dans le système en vert qui cumule ajout du couvert et réduction du travail du sol. Donc on voit bien que il y a aussi ce type d'indicateurs qui doivent être considérés à l'échelle d'une exploitation agricole, hein, en complément de ce qu'on a vu juste avant sur les bénéfices biologiques ou environnementaux qu'on a pu observer. Donc ici, on a remis quelques indicateurs biologiques. Alors, le carbone organique du sol, ici, sur une moyenne 2014-2021 mesurée sur l'horizon 0,30. Donc, on a observé dans le résultat donc une augmentation de ce carbone organique total dans le sol dès qu'on ajoute un couvert, mais on a mesuré, nous, une légère baisse de ce carbone organique dans le système avec réduction du travail du sol. Alors, quand on regarde toutes les valeurs sur le carbone organique du sol, bon, on sait bien que ça évolue quand même doucement. Hein. C'est impacté par les pratiques, mais pas que. Bon, c'est difficile de tirer des conclusions et de dire, voilà, on a mis en place ce système et on a gagné X points de matière organique de manière aussi évidente. La réalité est un peu différente. Il y a que 10 ans finalement dans ce contexte pédoclimatique et celui du nord de la France sur des sols hydromorphes dans une rotation de 8 ans avec des cultures industrielles. C'est pas si facile que ça que de démontrer que on va dans tous les cas en mettant en place ces mesures gagner systématiquement en matière organique dans le sol. C'est pas si évident que ça d'après ce qu'on a pu observer et mesurer, quoi. C'est ça ce que je veux dire. On a voulu regarder donc aussi des indicateurs biologiques plus parlants peut-être pour des agriculteurs comme l'abondance des vers de terre. Et en fait là pour le coup c'est assez flagrant. Hein. On a vraiment des grosses différences entre le système 1 qui est le système de référence et les deux autres systèmes. Hein. Donc on arrête le travail du sol. Mais surtout en complément des couverts végétaux, parce que finalement, c'est ça qui fait vraiment la différence. On a une abondance de vers de terre qui est très, très différente et bien plus importante dès qu'on introduit du couvert dans le système. Donc, bon, je fais pas l'explication sur l'intérêt des vers de terre dans les sols. Je pense que vous le faites mieux que moi et voilà, et plus souvent que moi. Évidemment, puisqu'on s'intéresse aussi à des indicateurs économique, hein, c'est aussi important, c'est de se dire bon, bah, maintenant qu'on a fait tout ça, est-ce qu'on a perdu, on a gagné du rendement, notre profitabilité elle est meilleure. Bah là, vous voyez que du vert. C'est la preuve que finalement, par rapport au rendement de référence dans les deux systèmes, les rendements ont progressé. Et je vais revenir sur le détail de ces rendements. Et donc, la profitabilité a progressé. Donc, je vais rentrer dans cette partie rendement. Et ça se compose exactement de la même manière de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent.
À chaque fois, on a une référence. Ici, c'est notre système de référence, c'est le labour sans couvert en dose NX. Donc, c'est la ligne rouge. OK. Et puis, ce qu'on va regarder là, c'est le labour sans couvert végétal en dose NX moins 25%. Donc, on n'est plus sur du N0. Là, on va regarder les rendements vraiment dans quelque chose qui peut se faire à l'échelle d'une exploitation agricole dans la vraie vie. C'est une moyenne de rendement pour chacune des cultures entre 2012 et 2019. Quand on réduit la fertilisation azotée de 25%, ce qu'on a observé quasiment tous les ans, une progression du rendement des cultures de printemps. Pois, maïs, betterave. Le haricot, non, mais pois, maïs, betterave, oui, clairement. Les blés précédents betterave ou les blés précédents maïs n'ont pas progressé. On fait le même exercice, c'est qu'on compare le système labour sans couvert en dose NX avec un labour avec couvert, cette fois-ci, mais avec la même dose de fertilisation azotée minérale. Là, l'introduction des couverts également fait progresser les rendements de la culture de pois de manière très nette. Beaucoup moins la partie maïs et betterave, et a fait progresser légèrement les rendements de blé en précédant betterave et maïs. Ce qui est important, c'est de regarder à l'échelle de la rotation, justement, et c'est aussi la force de VG-Sol, c'est que on est à plus de 10 années, c'est intéressant de regarder les rendements à l'échelle de ces 10 ans, en prenant en compte aussi que l'impact positif ou négatif des pratiques mises en place peut ne pas s'être exprimé dans les premières années. On le sait bien que l'effet sur le système va prendre du temps. Donc, les dernières années, évidemment, sont aussi importantes dans cette moyenne. Et c'est pour ça qu'on a fait cette moyenne quand même, parce que ça permet de prendre en compte à la fois la transition et presque l'arrivée, quoi. Mais au bout du bout, après 10 ans, voilà ce qu'on obtient. Et quand on fait la somme donc du semi-direct plus couvert, plus avoir réduit de 25% sa fertilisation azotée minérale par rapport au système de référence, voilà ce qu'on observe. Clairement, une progression sur les rendements pois, une progression sur les rendements haricots, une progression en maïs, une progression en betterave et une légère baisse sur blé. Mais comme je l'ai montré tout à l'heure, in fine, quand on regarde, on est sur des profitabilités qui sont favorables et positives. Et profitabilité qui devrait s'accentuer dans un contexte où le fuel est de plus en plus cher et on parle de l'arrêt de sa détaxe, de son arrêt du retour des taxes sur le fuel non routier, quoi. Ah oui, évidemment, si on prend les pires cas dans les calculs, on peut évidemment grossir ces écarts. Tout à fait. L'exercice qu'on a voulu mener jusqu'au bout, parce que vous avez vu que le point de départ, c'était de bien identifier les leviers tels qu'ils sont identifiés dans la méthode label bas carbone du ministère. En fait, on a voulu aller faire cet exercice en se disant, bon, bah, maintenant, parlons stockage, émissions et bilan carbone, quoi. Et vous allez voir, on va aller même jusqu'au crédit carbone, version label bas carbone français, hein. Donc ici, vous avez, alors voilà, sans surprise, on compare dans le tableau le graphique de gauche. En rouge, vous avez la bourse en couvert en dose NX, et puis entouré de bleu, vous avez le la bourse en couvert avec NX moins 25%. Donc je réduis ma fertilisation minérale, forcément, en termes de stockage, ça va rien changer. Par contre, en termes d'émissions, je vais légèrement baisser puisque ce levier est un levier qui participe aux émissions de GES. Donc, je fais mon bilan. Les émissions moins le stockage, j'ai un bilan ici qui est légèrement meilleur quand je réduis la fertilisation azotée de 25%. Quand j'introduis un couvert végétal, alors là c'est l'inverse, c'est la partie stockage de carbone dans le sol qui va augmenter. C'est le principe de ce levier, hein. Ajouter les intercultures, c'est je stocke. Par contre, on l'a vu, la mise en œuvre de ce couvert végétal a un impact léger sur l'émission de GES. Rien que le fait de rentrer dans la parcelle pour aller semer a un impact sur le GES. Mais quand on fait la différence entre les deux, on a un bilan carbone ici qui est bien meilleur. Alors je l'ai pas précisé, pardon, mais on a réalisé tous ces calculs avec
avec le logiciel d'AgroSolutions qui s'appelle Carbon Extract et qui avait été édité dans le cadre donc du label bas carbone. Ça fait partie des outils qui sont utilisés et ça respecte, on va dire, la méthode grande culture du label bas carbone. C'était pour avoir cette référence-là, c'est pas les calculs de Syngenta. Et quand on fait donc les leviers 1, 2, 3 qui sont je réduis de 25% mon azote minéral, j'ajoute un couvert et je réduis le travail du sol, ben voilà le résultat. On a clairement un bilan carbone net qui est amélioré. Il est toujours positif. Vous pourrez me dire. Ah oui, donc finalement, ça veut dire qu'il y a toujours de l'émission, mais quand même avec clairement une forte réduction de ce bilan et de cette tonne équivalent CO2 par hectare et par an. Et pour aller au bout du bout, se dire bah finalement si je fais tout ça et si je mets en place les leviers du label bas carbone, est-ce que dans le cadre de ce système de VG-Sol avec 8 cultures, dans ce contexte pédoclimatique, dans ce type de sol, est-ce que je vais gagner des crédits carbone? La réponse est oui. Donc, sur la partie gauche, je vais pas détailler, mais vous avez chacun des 6 systèmes. On a fait le bilan carbone de chacun de ces 6 systèmes. Okay. Et on a transformé ça en crédit carbone. Donc sur 5 ans, puisque label bas carbone, c'est des projets sur 5 ans. En gros, vous divisez 8,23 par 5. Donc, vous avez complètement à droite le système semi-direct couvert, moins 25% d'azote. En gros, ça produit en moyenne 1,6 crédits carbone par hectare et par an. Je vous laisse faire la multiplication. Ici, on avait fait un calcul avec une tonne d'équivalent CO2 à 25 €. Chose qui est peut-être plus vraie aujourd'hui, ça faisait 40 € par hectare et par an. En mettant en œuvre ces 3 leviers dans ce type de système. Donc, beaucoup de choses positives dans ces résultats, à la fois dans les synthèses scientifiques, mais avec encore des questions et qui sont soulevées, bien évidemment, pour comprendre le pourquoi. Des résultats d'indicateurs environnementaux, quelque chose de très factuel. Donc, on a vu avec génération de crédit carbone. Évidemment, nous, Syngenta, on s'est quand même aussi posé la question sur le suivi sanitaire de ces cultures. C'est-à-dire, est-ce que quand je mets en place ce type de levier, est-ce que c'est plus compliqué de désherber, par exemple? Est-ce que c'est plus compliqué de gérer mes adventices? Est-ce que c'est plus compliqué de gérer mes maladies? Donc, avec Antedis en particulier, qui a fait le suivi des notations. Alors, d'habitude, Syngenta fait beaucoup de graphiques pour montrer l'efficacité des programmes. Je vais pas le faire ici parce que après 4 années en fait d'études dans les différents systèmes, on s'est rendu compte que certes, on avait quelques changements de profil de population d'adventices. Exemple, les parcelles en non-labour qui favorisent le développement quinopodes, capsem, senson. Des parcelles labourin qui, elles, semblent plutôt favoriser les mercuriales et fumitaires, en particulier en pois en maïs. Néanmoins, aujourd'hui, avec les outils que l'agriculteur a encore à sa disposition, avoir mis en œuvre ces leviers n'a pas eu d'impact sur la gestion des adventices. On peut désherber encore dans ce type de système aujourd'hui avec la boîte à outils dont les agriculteurs ont accès. Je dis pas que ce sera encore le cas demain, en particulier sur la partie herbicide, parce que c'est compliqué de les maintenir sur le marché. Mais aujourd'hui, en tout état de cause, après plus de 10 ans, on n'a pas vu de difficultés majeures à gérer les adventices dans ces systèmes et c'est quand même un enseignement très important. Par contre, on a observé des choses assez intéressantes qu'on va continuer à creuser. On a regardé les maladies et vous avez ici donc on a suivi pendant 2 années en 2019 et en 2020 les maladies, en particulier donc à gauche la rouille brune et à droite la rouille jaune. Le graphique se lit de la façon suivante. Vous avez la référence labour sans couvert en dosage X avec donc l'intensité de la rouille brune sur la F1 et puis comparé donc au système labour avec un couvert, on rajoute un couvert et le troisième système où on réduit fortement le travail du sol et on met ce couvert. Donc ici, vous voyez, on observait une légère baisse de l'intensité de la maladie sur F1 en particulier, pas sur F2, mais sur F1, dans le système semi-direct avec couvert. C'est pas flagrant, c'est pas statistiquement différent. Par contre,
sur la partie de droite, en rouge-jaune, là, on va vraiment observer, grâce à ça parle, vous voyez sur la partie droite, le semi-direct ouvert en NX à un moment près, une vraie moindre intensité de la rouge-jaune, à la fois sur F1, sur F2 et sur F3. C'est pas expliqué. Certains scientifiques auraient pu partir de l'hypothèse inverse, c'est-à-dire que si je travaille pas le sol et si je mets des couverts, finalement, je vais maintenir un fond de cuve de maladie qui, d'une année sur l'autre, finalement, va faire que mon intensité elle va augmenter. Et en réalité, c'est pas le cas. Donc cette hypothèse, en tout cas dans le système sur Végisol, elle est pas vraie, elle est fausse, puisque on a mesuré 2 années de suite. Donc nous, on va continuer à étudier ça. En particulier Syngenta, on est sur une partie protection des plantes, donc pour nous, ça fait sens de continuer de creuser ce sujet. Donc j'arrive à la fin de cette présentation pour vous dire quoi? Pour vous dire que tous ces travaux donc qui sont menés depuis 2010 alimentent bien sûr la réflexion, le positionnement de Syngenta, et on va continuer à travailler sur la plateforme de VGSol à suivre certains indicateurs en introduisant certaines nouvelles technologies. Donc, les céréales hybrides que Syngenta semence devrait mettre au marché d'ici très peu de temps, en années, hein, j'ai envie de dire. Et il y a des sujets très intéressants à travailler autour de la durabilité de ces blés hybrides, puisque Syngenta a développé déjà des orges hybrides sur lesquelles on a démontré qu'on avait des biomasses racinaires ou des biomasses aériennes beaucoup plus importantes. Donc, du coup, en termes de restitution de matière au sol, il y a un vrai intérêt. Et puis, on veut travailler aussi la résistance au stress hydrique de ces céréales dans les différents systèmes. Est-ce que finalement, avoir changé les systèmes, avoir travaillé sur ces différents indicateurs chimiques et physiques va aider la plante finalement à mieux résister à certains stress thermiques ou hydriques. Syngenta a aussi de son côté enrichi son portefeuille avec des biostimulants. Comme par exemple le Vixeran, donc il y a un azotobactère qui fixe l'azote de l'air. Donc c'est vrai qu'il y a des vraies questions à se poser aussi. On a vu les résultats sur la partie phylum bactérien. On voit que les pratiques peuvent avoir un impact sur l'abondance et la diversité de ces phylums bactériens. Donc que se passe-t-il quand on va introduire un biostimulant du type azobactère dans ce type de système? Est-ce qu'on va avoir des réponses différentes? Et enfin, sur la partie droite, Syngenta a un accord de distribution exclusive en Europe d'une solution qui s'appelle Interascan, qui est un outil qui va aider à caractériser les sols sur la partie physico-chimique, et en produisant des cartes de très haute résolution pour aider les agriculteurs aussi derrière à prendre des décisions éclairées sur la nutrition des plantes, sur la protection des plantes, mais aussi sur l'introduction des couverts, l'enrichissement de matière organique, que sais-je, beaucoup de décisions qui peuvent être prises sur ce sujet. Et cet outil aussi, et ce qui est intéressant, c'est que il cartographie le stockage du carbone, alors les taux en pourcentage, mais aussi exprime les cartes en tonnes hectares de carbone total ou actif. Et ça nous semble aussi intéressant dans cette dynamique transition neutralité carbone de l'agriculture en France. Donc voilà, j'en ai fini de cette présentation. Martin, si tu as des questions ou si tu veux que je revienne sur une ou deux diapos, avec plaisir. Une petite question que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se poser, c'est est-ce que cette plateforme, il y a des visites qui sont organisées de manière régulière, ou si un agriculteur a envie de faire un tour et de visiter cette plateforme, est-ce que c'est possible et comment il peut faire justement? Alors, en effet, on a déjà fait visiter la plateforme à des groupes d'agriculteurs français, voire même étrangers, à des conseillers agricoles ou des techniciens de distribution. Et c'est la volonté que Bonduelle et Syngenta avons ensemble pour les années à venir, c'est faire moins de science, puisque le temps de la science, on va dire, sur la plateforme VGSol est un peu passé.
Même si, bien sûr, il y aurait encore beaucoup à faire, hein, je dis pas, mais pour ce qui concerne nos entreprises, on a considéré que le temps de la science était passé, on avait beaucoup de choses, et que le temps de la valorisation et du développement était arrivé. Et donc, en effet, on a la volonté de faire visiter davantage la plateforme VGSol à des groupes d'agriculteurs, en partenariat ou non avec différentes structures de conseil ou de vente de produits agricoles. Donc, on est en train de s'organiser pour avoir aussi sur place vraiment un kit de visite, un peu clé en main, pour que ça soit simple. Donc, pour ceux qui sont proches de la société Bonduel, peuvent peut-être passer par leur contact chez Bonduel pour remonter vers les bonnes personnes. Chez Syngenta, il faut me contacter directement et je devrais pouvoir organiser ça. Ou alors, votre contact Syngenta habituel sur le terrain me fera remonter les infos. Super. Eh ben, François-Xavier, c'était tout pour moi niveau questions. Eh ben, je te remercie beaucoup pour ton temps. Bah, merci Martin de l'opportunité de partager ces résultats. L'objectif, c'est ça, c'est de transmettre aussi, hein. C'est pas de pas garder ces données pour soi et très content d'avoir fait aujourd'hui avec toi. Merci à toi. Merci, à bientôt.